Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Questions aux sénateurs. J'espère que vous allez bien. C'est votre rendez-vous hebdomadaire avec Public Sénat et Acropolis, avec un sénateur ou une sénatrice chaque semaine. Et cette semaine, nous avons le grand plaisir d'accueillir Patrick Kanner. Bonjour Patrick Kanner. Bonjour monsieur Massier. Comment ça va? Tout va bien. Bien installé? Oui, enfin moi qui suis chanteur, j'ai mon diaphragme qui est un peu comprimé. Vous êtes chanteur? Bon, je suis chanteur, oui. Ah, on en parlera. On en parlera. Merci à vous si vous nous regardez. Bienvenue à vous si vous nous regardez sur Acropolis en direct sur Twitch. Bienvenue à vous aussi si vous nous regardez en replay sur Public Sénat sur le canal 13 de la TNT. Et bienvenue à vous si vous nous écoutez en podcast. Merci Patrick Kanner d'avoir accepté notre invitation. Vous allez répondre à mes questions, mais surtout à vos questions que vous posez en direct dans le chat sur Twitch, sur la chaîne Acropolis, ou alors que vous avez déjà posé en amont de cette émission. Patrick Kanner, vous êtes sénateur du Nord. Oui. Vous êtes président du groupe socialiste au Sénat. Oui. C'est bien ça? On va parler de vous. Pour l'instant, ça va. Jusque-là, ça va. Oui. Et ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et de la Ville. Et de la ville. Et on en parlera aussi. Avant de parler de vous, on va surtout parler de vous dans cette émission, on a 1 heure, on va prendre le temps d'apprendre à vous connaître. Très bien. Je voudrais quand même qu'on parle de l'actualité, l'actualité chaude. La manifestation des Gilets jaunes samedi dernier. Il s'est passé ce qui s'est passé place d'Italie à Paris, ça a été très violent. Et un certain nombre de personnalités politiques, notamment à gauche, demandent la démission du préfet de police de Paris, Didier Lallement. Il y a William qui vous demande qu'est-ce que vous pensez de Didier Lallement. Écoutez, Didier Lallement, moi je l'ai connu comme préfet, pas préfet de police comme préfet, puisque je l'ai croisé quand j'étais ministre. Vous avez rappelé mes fonctions ministérielles pendant près de 3 ans auprès de François Hollande. C'est quelqu'un qui est réputé comme étant sévère, rude. Il a été choisi pour cela, pour remplacer Michel Delpuech, qui je crois a été débarqué, permettez-moi l'expression, de manière un petit peu brutale. Bon, on rappelle que Michel Delpuech a été débarqué, comme vous dites, suite à la manifestation du 1er décembre, voilà. Les Gilets jaunes, le Trocadéro. Exactement. Et donc Didier Lallement, il était là pour serrer la vis? Pour serrer la vis, avec sûrement une vision de sa relation avec la population qui est différente de ce que on pourrait demander à un préfet, à savoir une forme de neutralité. Vous avez vu, il y a des images qui ont circulé. Quand il dit « je ne suis pas dans le même camp que vous ». Oui, il n'a pas à dire ça. Il n'a pas à dire ça. Donc, moi, je demande la démission de personne. Vous ne demandez pas sa démission? Non. Écoutez, vous savez, il faut jamais outrepasser ses obligations. Je pense que c'est de la responsabilité du ministre de savoir s'il est ou non bien placé. Chacun son rôle. Nous, on est là pour constater, pour contester, on est là pour s'opposer, pour proposer, mais nous ne sommes pas les supérieurs hiérarchiques de M. Lallement. Par contre, le supérieur hiérarchique de M. Lallement, c'est Christophe Castaner. Exactement. Qui doit rendre des comptes, selon vous, sur ce qui s'est passé samedi dernier. Et nous pouvons l'interroger dans les questions d'actualité. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu de question d'actualité sur le sujet cet après-midi au Sénat. Il y a eu d'autres formes d'actualité. C'est le rôle du Parlement que de contrôler l'action de l'exécutif. Avant de venir, je regardais l'émission de mon collègue chez vous, Philippe Bas. Il a rappelé à juste titre, comme président de la commission des lois, il a rappelé à juste titre que le Parlement doit être fort pour contrôler fortement le pouvoir exécutif, et que c'est comme ça qu'on a un équilibre dans nos institutions. Il est assez fort le Parlement en ce moment là, justement, quand on voit ce gouvernement. Beaucoup de Gilets jaunes trouvent que ce gouvernement justement est un peu trop en roue libre. Écoutez, la Ve République n'a pas favorisé la place du Parlement. Et moi qui suis sénateur, dans votre émission, je le dis, heureusement qu'il y a le Sénat aujourd'hui, pour faire jouer une petite musique différente de celle de l'Assemblée nationale, qui, je le dis, est aux ordres. Ça, c'est le mode de scrutin qui fait, et le déroulement des scrutins, qui fait qu'on a une Assemblée nationale qui, finalement, est de la couleur totalement du président de la République qui a été élu quelques semaines précédemment. Donc, le Sénat est aujourd'hui, finalement, le seul endroit où on peut dire des choses différentes du pouvoir exécutif. Donc nous le faisons, je crois, et ça peut agacer le gouvernement, ça peut agacer l'exécutif. Je le regrette parce que finalement l'équilibre des pouvoirs, c'est le bon fonctionnement de la démocratie. Il y a Tellard qui demande, avec une majorité gouvernementale, le Parlement n'est qu'une chambre d'enregistrement, c'est ça? L'Assemblée nationale. Parlement, je vois la question. L'Assemblée nationale, avec une élection 1 mois après l'élection du président de la République, est automatiquement une sorte de caisse de résonance de l'élection présidentielle. Mais j'ai envie de dire, heureusement, les Français ne sont pas idiots. Ils élisent un président et ils lui donnent
la majorité pour qu'ils puissent agir. La vraie question, c'est ce décalage dans le temps qui a été voulu d'ailleurs par un de mes proches, Lionel Jospin, à l'époque Premier ministre auprès de Jacques Chirac, dans une période de cohabitation. Je pense qu'on n'aurait pas dû inverser le calendrier électoral et qu'on aurait dû permettre finalement une élection des députés à un moment différent de l'élection présidentielle. Je pense que notre démocratie en fonctionnerait mieux. Aujourd'hui, on a plus de 300 députés REM qui sont, permettez-moi l'expression, voilà, de fidèles serviteurs. Vous me direz, nous qui avons connu la fronde dans une période précédente, je vois votre sourire. Socialistes, je vois votre sourire. Je me dis que parfois, ça peut être bien d'avoir des députés qui ne sont pas frondeurs. Mais ça commence à bouger quand même chez eux. Sur certains thèmes, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. On y reviendra. L'autre truc qui me fait sourire, c'est qu'il y en a un actuellement qui propose quelques modifications dans le pouvoir, c'est François Hollande. Mais on y reviendra. Avant ça, je voudrais qu'on parle de vous, Patrick Kanner. Oui. Patrick Kanner, vous avez grandi à Lille. Lille, c'est votre ville. C'est un vrai ch'ti. Vous avez grandi dans un quartier populaire, à Vazem, en l'occurrence. J'ai rien trouvé sur votre parcours étudiant. Qu'est-ce que vous avez fait comme études C'est vrai, ça, vous avez de mauvaises fiches. Bah, oui. Comme quoi, la suppression des renseignements généraux n'est pas une bonne chose. Hein. Suppression de quoi? Des renseignements généraux. Des renseignements généraux, oui, c'est vrai, ils m'ont pas envoyé les bonnes fiches sur Patrick Kanner. Alors, si vous voulez, donc je suis... Tout d'abord, j'ai fait toutes mes études dans l'école publique. Et je leur ai revenu que moi qui suis un fils d'ouvrier, un fils d'artisan, garagiste, je sais ce que je dois à l'école de la République. Donc, école primaire à Lille, collège à Lille. Je suis parti à côté à Villeneuve-d'Ascq parce qu'à l'époque, la fac de droit était à Villeneuve-d'Ascq. Donc, j'ai fait, comme on dit, un bac+5. En droit public, essentiellement. Donc, je n'ai pas un parcours universitaire extraordinaire, quoi. C'est assez classique. Mais il est vrai que mon engagement politique a été tellement rapide que peut-être, voilà, je n'ai pas sacrifié mes études, mais j'étais quand même militant politique, j'étais salarié à la fin de mes études, parce qu'il fallait que je travaille pour vivre, si vous me permettez l'expression, et je mesure les difficultés qu'ont les étudiants aujourd'hui en la matière, et j'ai décroché très vite un emploi à 21 ans, quoi, hein, et je bosse depuis 21 ans à temps plein, comme dirait l'autre. Maintenant, je suis en retraite. Vous avez été élu aussi très rapidement, mais on va en parler. Justement, il y a Fête des Crédits qui voulait vous demander qu'est-ce qui vous a amené à faire de la politique? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que serait votre vie sans avoir eu à en faire de la politique? Je commencerai par la deuxième question. C'était quoi votre rêve hors politique? Je pense que si j'avais pas fait de la politique à ce niveau-là, peut-être que j'aurais été chanteur. C'est vrai? Je pense, oui. Je pense que Vous avez une passion pour le chant? Oui, et le chant lyrique. Le chant lyrique. En particulier, oui. Je suis ténor. J'ai fait le conservatoire régional de musique. J'ai failli rentrer au conservatoire national de Paris, mais j'avais pas les moyens pour aller sur Paris, hein, très, très concrètement. Donc j'ai abandonné mes études musicales, mais j'aurais pu aller assez loin. Donc ma voix est toujours là. De temps en temps, quand il n'y a personne au Sénat de mon bureau, il m'arrive de pousser quelques contrutes. Mais je ferme la parenthèse. Non, mais c'est intéressant. Donc vous auriez oui, parce que c'est le chant c'est le domaine privé de chacun, et j'adore l'opéra, et certains qui connaissent ma voix me disent mais tu aurais fait une belle carrière, mais bon, voilà, dont acte. J'ai même chanté une fois devant Roberto Alagna, c'est pour vous dire. C'est vrai? Oui. À quelle occasion? Sur une émission, vous pouvez le trouver. Tapez Kanner Alagna, vous verrez sur YouTube, il n'y a pas de difficulté. Bon, la première question, c'est pourquoi. Alors comment vous êtes arrivé à la politique? Vous êtes arrivé très jeune à la politique. Oui, mes premiers engagements politiques, c'était à l'âge de 15 ans. Où comme je dis souvent, je fricotais avec la fédération anarchiste. Habillé en noir, des pieds jusqu'à la tête, entre guillemets, les cheveux jusqu'aux épaules. Voilà, j'étais révolté. L'injustice sociale. Voilà, j'étais un adolescent très calme en classe. Et dès que je sortais, c'était la révolte qui me prenait aux tripes. Est-ce que c'était proche de ce qu'aujourd'hui sont les Black Blocs, par exemple? Vous auriez été un casseur, un agitateur? Je n'ai jamais été violent. J'étais intéressé par la philosophie anarchiste, c'est-à-dire une manière de concevoir une société libertaire. En fait, voilà, j'adorais toute une série de chanteurs, je lisais beaucoup sur ces questions-là, et j'étais influencé. Okay. Mais très vite, au bout de 2 ans, très concrètement, je me suis aperçu que j'allais dans le mur, que ça ne changerait rien, que la révolte ou la révolution violente ne changerait pas la société dans laquelle nous vivions. Je vous rappelle qu'à l'époque, c'était Giscard. C'était Giscard. Donc, quelqu'un qui réformait, mais qui ne
changeait pas le déterminisme social qui faisait que les pauvres restaient des pauvres et que les riches étaient encore plus riches. Il peut y avoir des similitudes. C'est ce que j'allais dire, oui, Giscard, Macron. Ce qui se passe aujourd'hui, on y reviendra aussi. Donc, je me dis, mais non, bon, donc là arrête tes conneries, permettez-moi l'expression, ouais. Il faut que tu sois plus sérieux. Et là, il y avait quelqu'un qui enchantait la vie politique française. C'était François Mitterrand. François Mitterrand. Et donc, je me suis rapproché, et j'ai adhéré au Parti Socialiste à l'âge de 17 ans. Donc en 1975, comme ça vous voyez quel est mon âge pour les matheux. Je n'ai pas quitté ma formation politique depuis, quelles que soient ses difficultés, quels que soient ses succès, qui ont été nombreux, c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Ah oui, je suis resté fidèle au Parti Socialiste. Un Parti Socialiste, à l'époque, il y avait un slogan extraordinaire et que j'aimerais bien qu'on retrouve pour l'avenir, c'est « Changer la vie ». Changer la vie à l'époque, donc mai 81, 97... Oui. Voilà. 2010, 2012, les grandes victoires du PS. Les grandes victoires, et puis moi, un parcours méritocrate sur le plan républicain. Je veux dire, très vite, je me suis intéressé à rentrer dans la vie politique active au travers de responsabilités électives. On y viendra, oui. Voilà, et ça a plutôt marché comme je le souhaitais, mais de manière très progressive, très progressive. Alors, qu'est-ce qu'il y a Non, il y a l'anarchiste ténor, je trouve ça très beau comme surnom pour Patrick Kanner. Alors, il y a des débats sur l'anarchisme, quelle différence entre l'anomie et l'anarchisme? Ah oui, ça c'est... On peut parler philo, mais moi j'allais vous poser une question, parce que quand vous êtes rentré au PS, vous avez changé la vie en bien ou en mal. Alors, le PS, il a changé la vie en bien ou en mal? Mais c'est une très bonne question, ça veut dire que la réformer n'est pas toujours juste. Il peut y avoir des réformes injustes. Il y en a quelques-unes actuellement, et ça c'est bien de l'évoquer en tant que tel. Je pense que la réforme qui est prévue sur la retraite, puisqu'on en parle de plus en plus, c'est une réforme pour moi qui est profondément injuste, qui n'intègre pas la notion de pénibilité, qui n'intègre pas les ruptures de vie professionnelle, qui voit une sorte de miracle au travers du point, dont on ne sait pas comment il sera calculé. Et moi je le dis, moi qui suis maintenant sur un plan professionnel en retraite, je me mets à la place de mes deux filles, qui ont 34 et 32 ans, et qui, une est fonctionnaire, une autre dans le privé, elles sont toutes les deux au même niveau inquiètes de ce que leur prépare l'avenir. Notre modèle social, il faut le préserver absolument. Vous avez été élu à Lille, conseiller municipal, à partir de 1989. C'est bien ça. Jusqu'en 2014. Ça, vous m'avez retrouvé, là. Non, mais pas loin de 30 ans, ouais. Dans la même collectivité. 25. Un parcours... 25 ans, c'est ça. 25, oui. Il faut prendre des cours de maths. Hein, mais non, c'est parce que je suis né en 89, et du coup, je faisais le calcul en disant que j'ai perdu... Enfin, voilà. Vous êtes né en 89 quand je suis devenu élu municipal. C'est ça. Voilà, adjoint au maire, tout de suite. J'étais à l'époque le plus jeune adjoint de l'histoire de Lille. Quel âge vous aviez? Ben, j'ai pas fait les maths dans ma tête, c'est pour ça. J'avais 32 ans. 32 ans, plus jeune adjoint. Et je suis passé directement à la case adjoint, sans passer par la case conseiller municipal. Enfin, conseiller c'est municipal, vrai, ça, oui. Ouais, voilà. De Pierre Mauroy à l'époque. De Pierre Mauroy. J'ai fait deux mandats avec Pierre Mauroy, 2 mandats avec Martine Aubry. Avec Martine Aubry. Président du Conseil général du Nord. Oui. À partir de 2011. Ouais. Vous avez beaucoup travaillé autour de l'action sociale en particulier. Oui, c'est vrai. C'est ma première, c'est d'ailleurs ma première fonction professionnelle, puisque j'ai toujours continué à travailler jusqu'en 2011 où j'ai occupé mes fonctions de président de conseil général. On peut rappeler aux gens qui nous écoutent qu'est-ce qu'on entend par le mot action sociale, les départements, c'est des choses qui parfois peuvent être un peu virtuelles. Alors, très rapidement, moi j'ai commencé ma vie professionnelle comme directeur à l'époque ce qu'on appelait le bureau d'aide sociale d'une commune moyenne à côté de Lille, donc j'avais 22 ans, hein, 21 ans même, 21 ans. Le social, c'est quoi dans une collectivité? C'est d'abord l'action menée par une ville. Voilà, les services d'une crèche, au début de la vie jusqu'à l'EHPAD pour la fin de vie, c'est souvent géré par les collectivités locales et en particulier par les communes. Et puis vous avez après, bien sûr, le grand partenaire du social, de la solidarité, qui est le département. Le département, c'est la solidarité entre les personnes et entre les territoires. C'est pour ça que je suis assez départementaliste, parce que je pense que les départements ont une fonction essentielle à l'intérieur de maintenant des nouvelles grandes régions et par rapport aux communes qui sont beaucoup plus dispersées. Donc on a là, c'est vrai, un millefeuille territorial, mais s'il est bien géré, il peut être très cohérent pour servir la population. J'ai envie de dire, pour résumer, ce qui compte, c'est pas tellement les compétences. J'ai jamais vu quelqu'un faire une insomnie en se disant mais que fait la commune, que fait le département, que fait la région. Non, je vous confirme. Par contre, qu'est-ce que l'État fait pour moi? Ça, on entend beaucoup. Qu'est-ce que la collectivité fait pour moi et à quel coût? Et c'est pour ça que, Congrès des maires, on a évoqué la taxe d'habitation. Moi, je suis pour l'impôt.
Un impôt juste, mais je suis pour l'impôt, que chacun puisse se dire, mais je contribue à l'élaboration des politiques publiques qui me concernent. Alors pour ceux qui ne payent pas d'impôts, mais qui aimeraient recevoir de l'aide de la part de la collectivité, quand je vous dis qu'est-ce que la collectivité fait pour moi, c'est une question que de plus en plus de gens se posent. Vous avez travaillé pendant des années dans l'action sociale. Oui. Est-ce que vous voyez du mieux dans l'action sociale, ou est-ce qu'au contraire on est en train de se déliter? C'est une question compliquée. Moi, je trouve, avec le recul qui est le mien, je trouve qu'on a vraiment amélioré les politiques sociales dans notre pays en matière de service à la population. Il est plus facile aujourd'hui de trouver une place de crèche qu'il y a peut-être 20 ans ou 30 ans. Il existe aujourd'hui des EHPAD qui n'existaient pas pour les personnes âgées dépendantes, etc. Et des services pour les personnes handicapées, de l'accueil dans les écoles pour les enfants scolarisés en milieu ordinaire. Donc on a bien progressé. Mais il est vrai que notre modèle social est toujours un modèle qui dit mais encore plus. Et je ne dis pas toujours plus, encore plus. Et je pense qu'il faut le préserver. Quand j'entends les critiques sur les dépenses publiques qui représentent, nous le savons, plus de 50% du budget de l'État, mais c'est notre modèle. C'est un modèle de redistribution. Et moi, je ne suis pas choqué, parce que finalement, le service public, au sens large du terme, et c'est ce que dit souvent Martine Aubry, la maire de Lille, avec qui j'ai travaillé, elle dit, mais le service public, c'est le seul bien de ceux qui n'ont plus rien, ou qui n'ont rien. Et celui qui n'a rien, il a au moins la mairie à côté, le service public de la sécurité sociale, le fait de pouvoir se soigner gratuitement auprès d'un médecin. Et ça, c'est notre modèle. C'est une expression qui est souvent utilisée, mais quand vous allez chez le médecin, on vous demande votre carte verte, vitale, et pas votre carte bleue. Aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est vrai. Je continue dans votre parcours. Vous avez été ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports à partir de 2014. À l'époque, c'était donc le quinquennat de François Hollande au sein du gouvernement de Manuel Valls. Vous avez notamment été ministre donc de la Jeunesse. Ça a été un engagement particulier pour vous, la jeunesse? Parce qu'autant la Ville, vous avez été élu local, il y avait un lien avec vous, etc. La jeunesse et les sports. Comment vous êtes retrouvé ministre de la Jeunesse et des Sports, en fait? Vous savez, en général, on ne vous demande pas votre avis. On vous appelle en vous disant ce sera ça et vous répondez merci. On vous appelle et on vous dit est-ce que tu veux rentrer au gouvernement? J'ai combien de temps pour répondre? 3 secondes, très bien, voilà, c'est embarqué. C'est d'autant plus intéressant d'ailleurs que quand vous demandez rien. Je connais des ministres que j'ai côtoyés qui ont espéré devenir ministre toute leur vie, étaient prêts à tout pour devenir ministre. Moi, ce n'était pas mon cas. Moi, j'étais président du Conseil général du Nord. On m'appelle... J'allais vous demander des noms, mais oui, non, vous n'êtes pas obligé. On pourra faire un quiz tout à l'heure. Mais quand vous êtes appelé et que vous ne demandez rien, je vous assure que c'est plutôt... non pas flippant, mais ça vous donne des ailes pour accepter les propositions qu'on vous fait, surtout quand vous êtes ministre plein. Et j'avais moi 2 secrétaires d'État, un sur les sports, un sur la ville. Sur les sports, c'était Thierry Braillard que je salue. Et j'ai eu aussi Myriam El Khomri. Myriam El Khomri, bien sûr. Comme secrétaire d'État en charge de la ville. De la ville. Donc, alors la jeunesse. Non, mais donc du coup, on vous appelle, on dit Patrick, tu vas être ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Vous dites quoi sur le moment? Si vous voulez, quand on m'a proposé cela, la ville, vous avez raison, ça m'intéressait parce que, en tant que président du Conseil général, je m'occupais de ces dossiers-là, etc. De la ville, voilà. etc. Et ici aussi comme adjoint au maire, historiquement. La jeunesse, c'est des politiques que porte aussi le département du Nord. Et les sports, un peu moins, c'est vrai, mais j'ai toujours aimé le sport, sans être un grand sportif moi-même. Je ne suis pas toujours sûr qu'il faut un grand sportif pour être ministre des Sports. Mais alors, faut-il un jeune pour être ministre de la Jeunesse? Sûrement pas. Comme il ne faut pas être médecin pour être ministre de la Santé. Mais je ne dis pas qu'un bon ministre de la Santé ne peut pas être un bon médecin. Mais il faut surtout être un bon politique. C'est ça le sujet, être un bon politique, avoir, si vous voulez, du flair, mais ministre des Sports, c'était bien sûr s'intéresser au sport, lire l'équipe tous les jours, naturellement, savoir quels sont les résultats, mais quand vous devez monter l'Euro 2016, en pleine période d'attentat, je vous assure que le ministre des Sports, il doit savoir jongler entre Bernard Cazeneuve, Alain Juppé, qui était le patron des maires accueillant l'Euro 2016, etc. Donc il faut du savoir-faire. Et donc la politique, c'est... Voilà, qu'est-ce qu'un bon politique? C'est le Lama qui vous demande ça. Alors, un bon politique,
c'est quelqu'un qui est capable de poser un bon diagnostic sur un problème de société donné et qui est capable d'apporter des réponses innovantes. Je vais vous donner un exemple, parce que je pense que c'est ça qui intéresse les téléspectateurs, enfin les spectateurs de cette émission. Sur Internet, peu importe. Oui, peu importe. Oui, moi, je suis un vieux con. Un exemple concret sur la jeunesse, puisque vous m'évoquez la jeunesse. On crée la prime d'activité, qui est maintenant très utilisée par le gouvernement pour compléter les revenus des salariés modestes. C'est une mesure importante parce que si le SMIC augmente peu, parce qu'on ne veut pas trop demander d'efforts aux employeurs, est-ce que l'État peut renforcer le pouvoir d'achat au travers d'une prime, donc la prime d'activité, réservée aux travailleurs modestes, qui représente quand même 100-150 euros par mois pour une famille, un salarié, et c'est payé par la collectivité, c'est payé par la solidarité nationale, payé par la CAF physiquement, mais décidé par l'État, et donc payé par nous tous au travers de la sécurité sociale. Première hypothèse à l'époque, donc on était en 2016. Première hypothèse, prime d'activité, oui, mais pour tous les jeunes, pour tous les salariés de plus de 25 ans. Ouais. De plus de 25 ans. Et je monte au front avec, à l'époque, Najat Vallaud-Belkacem. Mais pourquoi, l'Éducation nationale à l'époque. Pourquoi un salarié de moins de 25 ans ne pourrait pas avoir la prime d'activité? Le RSA, je vous rappelle, n'est pas donné aux jeunes de moins de 25 ans. Et donc... C'était la raison, c'était ça d'ailleurs. C'était la fusion du RSA de la PPE, on va pas rentrer dans le détail, mais c'était ça. Bercy, pour des raisons financières, dit, mais bon, il y a un seuil pour le RSA, on applique le même seuil pour la prime d'activité. Donc, premier arbitrage, dans ce qu'on appelle chez nous des interministériels, premier arbitrage, niet, pas de jeunes. Et moi, je remonte au front directement auprès de Manuel Valls, à l'époque, en disant, écoute Manuel, il n'y a aucune raison qu'un jeune salarié de moins de 25 ans ne puisse pas avoir le même bénéfice de cette solidarité nationale qui serait donné à un jeune de 26 ans. C'est complètement ridicule. Et j'ai obtenu satisfaction. Et donc aujourd'hui, tous les jeunes salariés de moins de 25 ans peuvent avoir la prime d'activité. Ça, c'est du concret. Ça veut dire à un moment donné qu'il faut savoir résister à Bercy. De la même manière, quand j'ai reçu avec Emmanuel Cos à l'époque, ministre du Logement, cette note de Bercy en disant il faudrait baisser l'APL de 5 euros. Ça vous dit quelque chose, ça? Oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Voilà. Est-ce que Emmanuel Macron était déjà ministre Il n'était plus ministre à l'époque. Il avait déjà quitté le gouvernement. Mais donc vous recevez une note qui vous propose de baisser de 5 euros les APL. À moi, comme ministre de la Ville, oui. Puisque ça concerne le logement social, ouais. Et Emmanuel Cos comme ministre du Logement à l'époque. Et on fait arbitrer François Hollande en direct. C'est niette, quoi. Bercy, il reste à voir. Alternance. 2 ans plus tard, Emmanuel Macron qui reçoit la même note. C'est la technostructure de Bercy qui lui renvoie la même note. Et ça passe. Et ça passe. 5 euros de moins sur les APL. Voilà. Et c'est comme l'a dit Macron d'ailleurs, c'est une connerie, quoi. Ouais, il a reconnu lui-même. Il a reconnu. Mais c'est pour vous dire que quand on fait de la politique, voilà, il faut poser un bon diagnostic, garder la nuque raide quand vous avez de la pression et aller jusqu'au bout finalement de ce qui est votre valeur. Et en l'occurrence, l'APL, c'est pour moi un élément de solidarité majeur aujourd'hui. Il y a plusieurs questions justement sur le fait d'être politique et d'être dans le secteur dans lequel on est, notamment Taylor qui dit n'est-il pas important de comprendre intimement le domaine que l'on est censé diriger en tant que ministre ou secrétaire d'État? De manière un peu provoque, Emmanuel Macron, il a nommé un jeune à la jeunesse, c'est Gabriel Attal. Oui, qui est un bon ministre. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander, c'est un bon ministre, Gabriel Attal. Bon ministre et très politique. Très politique, voilà. Bon, je ne rappellerai pas tous les ministres qui ont été socialistes, mais bon, ce qui joue avec une question, François Hollande a tué le PS, ainsi que Manuel Valls. On en parlera tout à l'heure du PS, bon. C'est un autre sujet. Donc, non, mais Gabriel Attal est un bon ministre, mais avec une petite nuance quand même, non pas liée à Gabriel Attal, c'est qu'il est rattaché à l'Éducation nationale. Absolument. Il est secrétaire d'État auprès de Jean-Michel Blanquer. Exactement. Et je trouve que c'est un prisme qui n'est pas bon.
Parce qu'on ne peut pas regarder les questions de jeunesse uniquement au travers du prisme de l'éducation nationale. Et qu'on le veuille ou non, c'est l'administration qui est la sienne dépend de l'éducation nationale, donc avec voilà, cette vision des choses. L'éducation n'est pas l'alpha et l'oméga des problématiques de la jeunesse dans notre pays. Je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que François Hollande avait fusionné aussi la jeunesse et l'éducation nationale au début de son quinquennat et qu'il a fini par sortir la jeunesse. Oui, et je pense que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que de considérer que la jeunesse, que les problématiques de jeunesse ne peuvent pas, encore une fois, être traitées par le seul prisme de l'éducation nationale, même si, bien sûr, c'est un prisme qui est essentiel dans le parcours d'un jeune. Alors, à propos de prisme, justement, on sort du prisme de l'éducation nationale. Gabriel Attal, il porte un dispositif qui s'appelle le service national universel. Universel, obligatoire et gratuit. Universel, obligatoire et gratuit, exactement. Qu'en pense Patrick Kanner, l'ancien ministre de la Jeunesse? Pas du bien. Pas du bien. Alors pourquoi? Pas du bien parce que je ne pense pas qu'on peut considérer que l'engagement des jeunes se fasse dans l'obligation. Voilà, je vous rappelle que la philosophie du SNU, c'est de passer 800 000 jeunes, hommes et femmes, par définition, c'est une génération, dans un parcours qui, je vous rappelle, au départ, devait être de 6 mois. C'est vrai, c'était dans le projet d'Emmanuel Macron. Exactement, 6 mois et on est à 15 jours avec le fantasme de recréer le service militaire, la conscription qui, je vous rappelle, n'a pas été supprimée mais suspendue par Jacques Chirac en 1997. Conscription qui ne concernait à l'époque que les hommes. Oui, c'est vrai. Et qui était détournée par à peu près la moitié des potentiels conscrits. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près 270 000 au maximum qui faisaient vraiment leur service militaire. Ce qui, tous les autres passaient au travers, d'une manière... Donc pour vous, le SNU, c'est un peu un revival de... Non, mais il y a un fantasme. Il y a un fantasme qui est de dire, mais le brassage, au travers des chambrées, etc., etc. Moralité, qu'est-ce qu'on a devant nous? On n'a pas 800 000 jeunes au SNU. On a 2000 jeunes l'année dernière. Voilà, 2000 jeunes volontaires. 94% ont dit qu'ils étaient favorables, très bien. C'est normal, c'est des volontaires, 2000. Et 30 000 prévus cette année. Je rappelle que l'objectif, c'est d'arriver à peu près à 1,5 milliard de dépenses pour permettre à une génération totale de faire le SNU dans des conditions qui sont loin d'être stabilisées aujourd'hui, y compris en termes d'hébergement, par exemple, parce que héberger 800 000 jeunes, c'est pas et pourtant, Emmanuel Macron, il a l'air d'y tenir quand même à ce dispositif oui, sur le brassage, justement, les jeunes ont besoin d'être brassés socialement, géographiquement, etc. Ce que je n'accepte pas, moi qui ai porté le développement du service civique, ce que je n'accepte pas, c'est de penser que la jeunesse ne peut s'engager que si elle est obligée de s'engager. Je pense qu'il faut faire confiance aux jeunes. Que moi, on est passé de 20 000 jeunes en service civique à 130 000 à la fin du quinquennat pour 500 millions d'euros. 500 millions d'euros pour permettre cet engagement, et je vous compare ça avec le 1,5 milliard qui est prévu pour le SNU pour toute une génération. Je reconnais les limites de la journée citoyenne. Oui, voilà. La journée d'appel. La journée d'appel, etc., que vous avez faite. Oui. Ça va, vous avez des bons souvenirs? On m'a appris les gestes qui sauvent, je trouvais ça formidable. Oui, le reste, j'ai aucun souvenir. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de choses qui sont faites dans le SNU aujourd'hui pourraient être faites pendant le parcours scolaire. Donc conservons cet argent pour permettre d'avoir 200, 300, 400 000 services civiques dans notre pays. Et je vous rappelle qu'un service civique, c'est volontaire déjà. C'est volontaire, c'est payé, enfin c'est payé. C'est indemnisé. C'est indemnisé, voilà, le mot est plus juste. Aujourd'hui, je crois, 460 euros, à peu près, de mémoire. Vous y passez 1, 2, 3 trimestres, et c'est les trimestres qui comptent pour votre retraite. C'est pas neutre, même si la retraite par points risque de tout faire sauter. Et c'est surtout un moyen pour un jeune de faire une césure, s'il le souhaite dans son parcours universitaire, ou éventuellement à la fin de ses études, avant de rentrer dans la vie active, de blinder son curriculum vitae, voire même de repérer un emploi futur. Pour vous, le service civique, qui est si formidable, il est mis en danger par le SNU? Pas encore. Parce que dans le chat, il y a Nizweb qui dit dans notre association, nous ne pouvons plus engager de service civique à cause du SNU. Non, c'est pas ça. C'est un point d'interrogation, pardon, c'est pas une affirmation. Non, il n'y a pas des crédits qui sont dégagés. Alors, j'en regarde, donc dans notre association, nous ne pouvons plus engager de service civique la cause au SNU. Très honnêtement, je ne pense pas. Il n'y a pas eu de diminution de crédit. D'accord. Mais à un moment donné, considérant le contexte que vous connaissez, est-ce que la montée en charge du SNU ne va pas se traduire par une baisse des crédits du service civique? Il faut s'interroger. Là,
Là, sur le cas particulier, je ne peux pas répondre en tant que tel, dans la mesure où peut-être il y a un problème d'agrément qui s'est posé pour l'association en question. Bon, là, dans la loi de finances pour l'année prochaine, il n'est pas encore question de baisse de crédit. Bon, non, M. Attal a obtenu des crédits supplémentaires pour financer l'expérimentation, mais très, très honnêtement, alors je le dis, le SNU, c'est d'abord un service obligatoire potentiel. Il est privatif de liberté. Ce qui veut dire qu'il faudra, pour le rendre universel, donc pour toute une génération, il faudra changer la Constitution. Ouais. Ce qui est d'ailleurs prévu dans la réforme constitutionnelle qui a été déposée sur le bureau du Conseil des ministres. Privatif de liberté, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'un jeune qui ne voudra pas faire son SNU, on va le chercher chez ses parents avec des menottes comme on faisait avant avec les réfractaires au service militaire? Faisons confiance à la jeunesse sur sa volonté de s'engager, à condition de lui permettre dans de bonnes conditions. On va parler des collectivités locales, puisque l'autre grosse actu du moment, c'est le Congrès des maires de France. Ça vous a pris beaucoup de temps cette semaine en tant que sénateur, évidemment. Oui, on reçoit les maires. Là, j'étais ce matin, mais là, j'ai fait plutôt du militantisme ce matin, puisque j'étais en écharpe pour distribuer des tracts. Pour la privatisation d'aéroports de Paris, on va en parler. Ça fait plus de 40 ans que je fais ça. L'agite-prop. Non, mais oui, je vois très bien la distribution de tracts. Mais avant ça, je voudrais quand même qu'on parle du Congrès des maires, donc ce grand moment annuel important des collectivités locales, des élus locaux. Emmanuel... je vois comme il y a une question très précise. Les sénateurs ont rejeté à l'unanimité le PLFSS. Ah oui, oui. Je peux revenir là-dessus ou pas? Bien sûr, je tombe dessus. Hein, ce que ne voit pas peut-être... Mais après, il faudra qu'on parle d'aéroports de Paris, il faudra qu'on parle de plein d'autres sujets. Mais allez-y, parce qu'effectivement, le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été rejeté d'un bloc par les sénateurs pour une raison très simple. On a rejeté les recettes, donc on a rejeté tout le budget à l'unanimité. Unanimité, il n'y a pas d'âge, hein, je le dis à votre internaute. Hein, c'est à l'humanité qui a un âge. Je le charrie. Rejeté parce qu'on en avait marre de discuter. Alors que le plan d'urgence qui a été annoncé ce matin allait venir. Le PLFSS, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc de l'hôpital public. Et donc on allait voter un budget insincère si on allait plus loin. Donc on a purement à ce moment rejeté. Et ça revient au rôle du Parlement, en fait, qu'on doit respecter quand on est membre de l'exécutif. C'est un coup de gueule institutionnel, quand même, ce qui s'est passé. Oui. Une chambre du Parlement qui rejette brutalement un texte gouvernemental pour dire « vous êtes en train de vous foutre de nous ». C'est quand même pas tous les jours. Mais bon, pour être tout à fait honnête avec les internautes, dire quand même que le Sénat, il a eu raison de faire ça, mais que la main finale revient à l'Assemblée nationale. Oui. Mais néanmoins, il fallait le faire. Il fallait le faire. Alors, je reviens sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a tenu un discours devant les maires de France. L'année dernière, il n'était pas venu au Congrès. Cette année, il est revenu. Et vous avez trouvé que son discours était très inélégant envers François Hollande. Oui, je l'ai trouvé un peu suffisant vis-à-vis des maires, un peu... une sorte de pédagogie condescendante, sans donner vraiment d'informations sur le fond. D'ailleurs, l'accueil a été très poli, très réservé, poli. Il n'a pas été sifflé comme il y a 2 ans. Ça, c'est très bien. On ne siffle pas le président de la République, quel qu'il soit, par respect pour ce qu'il représente au niveau institutionnel. Mais je l'ai trouvé, assez condescendant et inélégant par rapport à François Hollande, parce qu'il a eu, à un moment donné, cette phrase que vraiment je n'ai pas apprécié, en disant, mais je n'ai pas le terme exact, mais en disant, mais oui, vous les maires, vous savez que quand vous succédez à quelqu'un, vous n'êtes pas comptable de ce qu'a fait votre prédécesseur. Ce qui était une manière pour lui de dire, et il l'a dit plus tard dans son discours, ne me reprochez pas à moi ce qu'a fait François Hollande. Oui, non, exactement. Il aurait pu dire ça s'il n'avait occupé aucune responsabilité dans le quinquennat précédent. Quand on a été secrétaire général adjoint en charge de l'économie auprès de François Hollande, quand on a été son ministre, et tout ça pendant plus de 3 ans cumulés, on a un petit peu de respect, quoi. Alors peut-être que M. Macron a une mémoire sélective, je n'en doute pas. En tout cas, il est quand même extrêmement fort parce que il arrive à faire oublier toutes les responsabilités qui ont été les siennes auprès de quelqu'un qui lui a fait confiance, dont acte. Et il n'a pas mâché ses mots sur la réforme territoriale de François Hollande. Là aussi, on sent qu'il est... on a l'impression qu'il n'a pas appartenu au gouvernement précédent, effectivement. Voilà, je ne doute pas de sa sincérité quand il a dit ça au Congrès des maires hier, donc ça veut dire qu'il n'était pas sincère quand il était membre du gouvernement. L'autre chose qu'a dit Emmanuel Macron, il était attendu sur cette question, c'est son point de vue sur la proposition de loi de la majorité au Sénat sur l'interdiction des listes communautaires aux élections. Emmanuel Macron a dit clairement qu'il était contre. Oui, il a raison.
Et il a raison. Pour moi, il a raison. Pourquoi? Il a raison parce que je commence à en avoir assez de voir ces propositions de loi d'interdiction, de prohibition, d'exclusion, qui laisseraient entendre finalement que, pour prétexte de laïcité, on empêcherait les convictions des uns et des autres de s'exprimer. Il y a un danger communautariste dans notre pays, même si, encore une fois, le communautarisme n'est pas un délit, comme d'ailleurs la radicalisation. Ce qui est un délit, c'est la remise en cause de l'ordre public. Ça peut être un problème, le passage, sans être un délit. Ça peut être le terreau de débordement, voire même d'un processus tout à fait attentatoire aux valeurs de la République. Donc je ne suis pas angélique quand je vous dis ça. Mais une liste communautariste, il faudra que vous m'expliquiez ce que c'est. Est-ce qu'une liste de chasseurs, c'est une liste communautariste? Est-ce qu'une liste démocrate chrétienne composée que de chrétiens, c'est une liste communautariste? Alors, je connais l'argument de M. Retailleau qui propose cela. Président du groupe Les Républicains. Des Républicains qui a proposé Sénat. Cette loi, oui. C'est lui dire, oui, mais il ne menace pas les valeurs de la République. Oui, mais les listes, entre guillemets, musulmanes, il faut être clair, il faut appeler un chat, c'est le sujet. Qui se revendiquent en tant que telles, mais tout en appartenant à la République, c'est très difficile de les repérer. Moi, je suis pour combattre ces tendances que je qualifie de centrifuges, donc qui visent à séparer dans notre pays, et il faut les combattre sur le plan politique. C'est pas en interdisant. Vous allez interdire une liste dite communautariste. Tout d'abord, vous allez avoir des recours, des intéressés devant le tribunal administratif. Il faudra justifier, très bien. Deuxièmement, quelqu'un qui est vraiment communautariste et qui présente une liste, vous croyez qu'il va faire l'erreur de dire mais nous sommes contre la République, etc. Non. Donc battons ces listes sur le plan politique avec les idées et non pas avec un encadrement législatif qui ferait de notre société une société de prohibition. Je ne l'accepte pas en tant que tel. Donc il y a un diagnostic qui est posé, que je partage, mais je ne partage pas la solution de l'interdiction. D'accord. Sous prétexte de laïcité, de la part de ceux qui parfois ont une vision, comment je vais vous dire ça, un peu parfois partielle de la laïcité. Rapport à quoi? C'est parfois les mêmes qui, au nom de la laïcité, vont demander la présence de crèches dans les mairies ou dans les conseils régionaux. D'accord. C'était Oufus qui vous posait cette question, j'ai oublié de le noter. Il y a l'Auvergnate qui vous demande ce que vous pensez de l'expérimentation des territoires zéro chômeur. C'est une bonne expérimentation. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est pour ceux qui nous écoutent? L'idée, c'est de mobiliser l'ensemble des services publics autour de l'objectif de zéro chômage et d'avoir finalement une coordination territoriale qui fasse que les chômeurs soient considérés comme un objectif, non pas personnel naturellement, mais un objectif à sortir du chômage. Alors, ça peut être variable d'un territoire à un autre, mais c'est une mobilisation sans précédent des moyens publics autour des personnes. Et qu'on part de la personne pour la faire sortir du chômage. Donc c'est une expérimentation, je pense qu'il faut l'évaluer et pouvoir. Est-ce qu'il faudrait l'étendre? Là, c'est ça, c'est la deuxième question. Oui, bien sûr. Alors, le zéro chômage, ça ne veut rien dire. Hein. Il y a toujours ce qu'on appelle un chômage de friction, 3, 4, 5%. Aujourd'hui, le chômage diminue et je m'en félicite. Moi, je ne suis pas ce qui est hémiplégique. Quand les choses vont bien, je le dis, très, très simplement. Mais ce que je veux, c'est qu'on reconnaisse un peu que ça a été aussi dû aux politiques antérieures. Alors, les mouvements et puis c'était même parlementaire, puisque c'était une proposition d'un député qui a voulu, socialiste en l'occurrence, qui a proposé dans son territoire, c'était Laurent Guillaume, qui a proposé que dans son territoire, on expérimente ce dispositif nouveau, effectivement. De la même manière, alors ça n'a pas le même lien, mais la notion de revenu minimum de base qui est proposée par une vingtaine de départements socialistes et qui a été rejetée malheureusement par la majorité REM à l'Assemblée nationale, ce revenu minimum de base est une bonne solution, c'est-à-dire c'est la coordination des interventions financières publiques autour d'une même personne pour la rendre plus efficace. Alors à propos de revenu minimum de base, il y a une revendication qui est revenue spécifiquement sur les étudiants. Il y a eu un épisode tragique à Lyon d'un jeune qui a tenté de se suicider en s'immolant par le feu devant le Crous pour dénoncer politiquement l'action des gouvernements et plus globalement parler de la précarité des étudiants. Est-ce que vous êtes favorable à la mise en place d'un revenu universel pour les étudiants? Je suis favorable à la mise en œuvre d'une allocation de l'autonomie dont il faudra définir le contenu, qui était dans le programme de François Hollande.
En 2000. Que François Hollande n'a pas mis en œuvre. Non, il a mis en place, je vous avais parlé de la prime d'activité tout à l'heure, il a mis en place aussi la garantie jeune pour les jeunes les plus en difficulté. C'est un système qui fonctionne bien, qui est porté par les missions locales. Et je pense que la notion d'allocation d'autonomie doit être creusée. Et si demain nous avons la possibilité d'avoir un candidat aux élections de 2022, moi je suis prêt à y travailler, non pas pour être candidat, je vous rassure, mais à travailler sur la notion d'allocation d'autonomie, parce que il n'est pas acceptable finalement. Je lisais une dépêche de l'AFP là en arrivant sur votre plateau, votre studio. Je voyais l'AFP donc rappelant, c'est l'OCDE qui a fait un travail là-dessus, que les enfants d'ouvriers sont 2 fois moins souvent diplômés du supérieur que les enfants de cadres. Eh bien, tant qu'il y aura ce déterminisme social, je continuerai à me battre en politique. C'est ce qu'on rappelle. Est-il encore possible en France de suivre un parcours d'études supérieures si notre famille n'est pas aisée ? Oui, mais c'est un problème. Vous savez, moi j'ai été prof à la fac. Ça vous n'avez pas vu non plus, ça, dans mon CV. J'ai vu que vous étiez chevènementiste, mais ça c'est un autre sujet. Oui, à une époque, oui. Enfin, j'étais au CRS, chevènementiste. Quand même, le CRS, chevènementiste. Je ne suis pas pour les tchés, même chevènement. Mais à la fac, j'étais en fac de littéraire, donc sur des spécialités de droit, pour préparer les concours administratifs. Et je vous assure, moi je me souviens très bien que je voyais des étudiants devant moi qui manifestement ne mangeaient pas à leur faim. Je ne veux pas faire dans le pathos, mais je le voyais. Enfin, sans avoir besoin de faire dans le pathos, là on voit des étudiants qui témoignent depuis une semaine d'une réalité extrêmement difficile et qui demandent une action de la part du gouvernement. On ne peut pas vouloir porter à 80-85% de génération au bac et donc à l'après-bac, sans se donner les moyens de leur permettre d'aller jusqu'au bout. Alors comment est-ce qu'on se donne ces moyens-là, justement ? Parce que le gouvernement a l'air de dire que c'est compliqué, ils ont mis en place un numéro de téléphone. C'est de l'argent. Et qu'on trouve où, du coup ? Vous savez, je vais vous donner un exemple là aussi très concret. Qu'on trouve, je vais vous dire, vous rétablissez l'ISF et vous supprimez la flat tax, vous avez 5 milliards tout de suite. 5 milliards d'euros tout de suite. Mais pour être plus modeste, au Sénat, nous avons rétabli dans ce qu'on appelle le projet de loi de finances rectificative, nous avons rétabli 35 millions d'euros de crédits de vie étudiante qui avaient été supprimés à l'Assemblée nationale. Le prétexte était, mais on arrive en novembre, on n'aura pas le temps de les dépenser, donc on les supprime. Et nous les avons rétablis. C'est-à-dire que là, au moment du PLFR, cette année, Sénat, le gouvernement voulait supprimer 35 millions de crédits sur la vie étudiante, et vous les avez rétablis au Sénat. Mais ils ont été retoqués ensuite. La commission mixte paritaire, où, c'est un peu compliqué peut-être pour nos internautes, mais ça veut dire qu'à un moment donné, quand le Sénat et l'Assemblée ne sont pas d'accord, on réunit 7 sénateurs, 7 députés qui doivent trouver un accord. Et s'ils ne trouvent pas un accord, c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Et bien là, très concrètement, on a resupprimé les 35 millions, la majorité REM a resupprimé les 35 millions, ce qui, dans la période actuelle, est un symbole tout à fait dramatique. On va parler de votre actualité à vous, Patrick Kanner. Vous avez initié une démarche avec d'autres autour de Aéroport de Paris, la privatisation d'Aéroport de Paris. Vous êtes contre cette privatisation. Vous êtes contre les privatisations en général, Française des Jeux également. Française des Jeux aussi, oui. Vous n'avez pas acheté des actions de la Française des Jeux Non. D'ailleurs, est-ce que c'est une bonne affaire? J'en sais rien. Je plaisante. Mais donc, du coup, Aéroport de Paris. La privatisation qui a été votée donc, dans la loi Pacte, il y a une démarche inédite qui a été initiée, un référendum d'initiative partagée. C'est quoi cette idée? Tout d'abord sur le fond, et après je reviendrai sur le RIP. Sur le fond, l'Aéroport de Paris, c'est une poule aux œufs d'or pour l'État, qui ramène à peu près 200 millions de cash, de dividendes pour l'État tous les ans. Et le gouvernement, donc, pour des raisons d'argent frais, souhaite vendre pour 7, 8, 9 milliards, suivant le prix de l'action, souhaite vendre les aéroports de Paris. Certains de mauvaise langue disent ce sera vendu à Vinci pour compenser la fin de Notre-Dame-des-Landes. Mais bon,
Ce ne sont que des mauvaises langues. C'est des si mauvaises langues que ça? Non, bon, on ne va pas faire du complotisme, mais... Oui. C'est une hypothèse. Donc, à partir de là, l'État placera cet argent, très bien, auprès de la Caisse des dépôts, et il n'en retirera pas plus que les dividendes qu'il recevait précédemment. Okay. Donc, c'est une opération... parce que j'ai demandé 9 milliards de plus dans le budget, c'est toujours ça de prix, mais même pas en l'occurrence. Même pas. Donc la Caisse des dépôts s'est investie, mais oui, mais ce sera dans les comptes de l'État, mais honnêtement, c'est une mauvaise opération. Je vous rappelle quand même que c'est aussi des centaines d'hectares qui seront privatisés de terrains disponibles. Je pense que l'acheteur voudra les construire. Sur le plan environnemental, c'est pas terrible. Il voudra sûrement augmenter aussi le trafic des avions. Dans le contexte actuel, je ne suis pas très, très favorable, et les riverains non plus. Aéroport de Paris, c'est pas que le Bourget historique, Roissy et Orly, c'est aussi 27 de mémoire aéroports dans le monde entier gérés par c'est une grosse entreprise de gestion d'aéroports. Très très belle entreprise qui représente avec tous les sous-traitants presque 2% du produit intérieur brut. Français. Français, c'est énorme. C'est énorme. Donc à partir de là, nous sommes contre cette privatisation, même si M. le maire nous a démontré tout le bien qu'il en pensait. Très bien. Comment faire? L'utilisation du fameux RIP, référendum d'initiative partagée. Pourquoi partagée? Parce que l'initiative vient des parlementaires et elle peut aboutir à un référendum. Donc les citoyens peuvent donner leur avis par oui ou par non. Alors là aussi, je sais bien qu'un référendum, c'est très binaire. C'est pour ou contre. C'est pour ou contre. Mais au moins, les citoyens ont un accès à la décision et non pas le législateur. Donc, ils se substituent de fait au législateur. Donc, nous avons obtenu la signature de 248 parlementaires. Donc, c'est plus que le minimum qui était nécessaire. Toute sensibilité politique confondue. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il n'y a pas que de la gauche. Il y a un arc républicain. Vous avez la gauche, qui s'est totalement mobilisé, mais vous avez aussi des sénateurs, des députés de droite qui ont considéré, presque dans une philosophie gaulliste, qu'il y a des choses qu'on ne vend pas. On ne vend pas ADP, c'est un bien national, c'est l'entrée de la France pour 100 millions de passagers dans notre pays. On ne vend pas ADP, qui en plus est une bonne affaire sur le plan économique. Et donc, 248, mais il y a un autre obstacle pour arriver au référendum. Il faut que 10% des électeurs, soit plus de 4 700 000 électeurs recensés dans notre pays, disent « OK, on veut un référendum ». Et alors là, patatras. Pourquoi je dis patatras? Même si aujourd'hui nous sommes quasiment au million de signatures, c'est qu'on n'a aucun coup de main. On n'a aucun coup de main de l'État, non pas pour nous encourager à aller jusqu'au bout, mais pour dire aux Français, voilà comment il faut faire. On a demandé une petite campagne institutionnelle, et on nous l'a refusé. Alors, c'est ce que demande Dandelion. Quel recours comptez-vous faire pour médiatiser un peu plus le référendum? Alors, tout d'abord, le premier recours, c'est que l'État passe des spots, comme il le fait quand il y a une privatisation élection. de la FDJ. Ah non, c'est encore autre chose. Il y a des spots pour inviter à acheter des actions de la FDJ. Alors, il semblerait que ce soit des spots payés par la FDJ. Si c'est le cas, combien de millions là-dessus? Donc, bon, bref, on n'a pas ces millions. En tout cas, il n'y a pas de communication de la part de l'État sur ce référendum. Aucune communication sur la... Et quand il s'agit du grand débat, à la gloire du président de la République, disons-le comme cela, on a dépensé 12 millions, sans compter les moyens humains de l'État, 12 millions de campagnes pour faire le sondage en temps réel, pour faire le site internet et toute l'organisation des réunions. 12 millions, alors que le grand débat n'a aucune valeur constitutionnelle. Nous, notre démarche a une valeur constitutionnelle, article 11 de la Constitution, réformé par la réforme de 2008, et là, on n'a rien. Donc, c'est pas acceptable, c'est 2 poids, 2 mesures. Et donc, comment va-t-on faire pour répondre à notre internaute? Eh bien, on est prêt à se payer nous-mêmes des spots sur les radios publiques pour dire aux Français, vous avez jusqu'au 20 mars pour pouvoir le faire. Et d'ailleurs, si on nous écoute aujourd'hui, allez-y, mesdames et messieurs, chers internautes, allez sur le site du ministère de l'Intérieur et signez, si vous le voulez bien, contre la privatisation de l'ADP. Il y a Mojo qui vous demande, est-ce que c'est vrai que France Inter a fait censurer un spot publicitaire pour la pétition sur le référendum d'ADP? Non, ils n'ont pas censuré parce qu'ils ne l'ont pas encore dans les mains. Mais quand on s'est exprimé la semaine dernière pour dire on veut pouvoir s'acheter des spots, Radio France nous a dit, mais attendez, article 37, je crois de mémoire, de notre cahier des charges, on ne peut pas passer des spots qui seraient contraires
aux opinions philosophiques, religieuses et politiques de nos auditeurs. En quoi un spot informant une démarche constitutionnelle serait contraire à ces opinions-là? Ce à quoi j'ai répondu immédiatement, oui, mais pour nous vendre FDJ, ça, c'est pas choquant. Je reviens quand même sur le fond, sur l'aéroport de Paris. Il y a O'Quinn qui faisait remarquer que l'État martèle, enfin le gouvernement en l'occurrence martèle, que c'est pas le rôle de l'État que de gérer des aéroports. C'est un argument, ça. Est-ce que c'est vraiment à l'État de gérer des aéroports? Mais l'État peut aussi vendre Airbus, peut aussi vendre dans ces cas-là. Enfin, je veux dire, c'est toute la conception de la place de l'État sur certains secteurs stratégiques au plan économique. Nous, on considère que gérer les aéroports qui sont l'image du savoir-faire français, et on le voit bien au travers des aéroports gérés à l'étranger par ADP, eh bien ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas. L'AFDJ, bon, j'ai voté contre la prédiction de l'AFDJ. Je considère que, bon, c'est une histoire liée à l'État. Mais ce n'est pas stratégique, objectivement. Ce qui me gêne dans la privatisation de la FDJ, c'est qu'on risque d'avoir un développement d'addiction parce que les propriétaires privés voudront là aussi des retours sur investissement et ils vont dire mais allez-y, vendez des machins à gratter, vendez du loto, vendez de l'euro-million, vendez tout ce que vous voulez. Ce qui nous intéresse, nous, c'est du retour financier. Donc il y a un risque d'addiction et on ne m'a pas toujours prouvé jusqu'à présent que ce sera géré de manière préventive par la FDJ. Mais les aéroports de Paris, c'est d'ailleurs l'argument qu'on nous a opposé. On a dit oui, mais il y a plein de commerces, etc. Certes, ça pourrait être entre guillemets géré par le privé, mais aujourd'hui c'est géré par le public, c'est bien géré et ça ramène de l'argent à l'État. Pourquoi voulez-vous qu'on se prive tous les ans de 190 millions à 200 millions de dividendes qui rentrent dans les caisses de l'État? Il y a Dandelion qui vous demande, est-ce que vous seriez pour une réforme qui permettrait de donner plus de contre-pouvoirs aux sénateurs et qui fait remarquer, on a l'impression que ce n'est pas très utilisé, hormis pour la commission par rapport à l'affaire Benalla. En gros, le Sénat, on n'a pas tout le temps l'impression que ça sert à grand-chose, sauf au moment de l'affaire Benalla, où là on s'est dit, ah oui quand même, ça fait du bien un contre-pouvoir. Bah, je répondrai en creux. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, il n'y ait que l'Assemblée nationale dans la fonction parlementaire. Il y aurait effectivement là plus aucun contre-pouvoir. Donc j'ai bien compris que notre internaute souhaite nous valoriser en tant que tel. Alors l'affaire Benalla, on en a beaucoup parlé. Je sais que vous avez reçu donc Philippe Bas, Jean-Pierre Sueur, mais c'est quand même non pas anecdotique parce que derrière ça, il y a... Dans l'histoire du Sénat, si c'est pas grand-chose, Dans l'histoire du Sénat, c'est pas grand-chose, mais ça n'a jamais mis autant en valeur le Sénat en tant que tel. Aujourd'hui, le Sénat a exactement le même pouvoir que l'Assemblée nationale sur un plan constitutionnel. Le même pouvoir. Sauf qu'il n'a pas le dernier mot, hein, c'est quand même... Mais sauf qu'au dernier moment, quand il y a un désaccord, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Mais ça change tout. Mais ce n'est pas un système bicaméral comme en Allemagne, par exemple, où vous avez le Bundestag, qui est un parlement classique, et le Bundesrat, qui, lui, gère les questions des collectivités territoriales. Nous ne sommes pas spécialisés. Même si nous sommes issus des collectivités territoriales, nous avons les mêmes droits et les mêmes lois et dans les mêmes conditions. Et donc, ce qui est important, moi je crois qu'au rapport de force en politique, ce qui est important, c'est que le Sénat s'exprime, qu'on lui permette de montrer toute sa force. Et j'ai envie de dire souvent sa pertinence liée à la composition du Sénat lui-même. Les sénateurs sont souvent, même quasiment toujours, des élus locaux qui ont une longue expérience, qui ont une vie démocratique et républicaine qui est utile au fonctionnement de l'institution. À propos de vie démocratique, il y a une appétence de plus en plus importante pour la participation citoyenne. Le RIP en fait partie, la Convention citoyenne pour le climat en fait partie, les Gilets jaunes le demandent. Est-ce que le Sénat, c'est pas un peu old school à l'heure justement de la participation citoyenne? Est-ce que vous êtes pour une réforme du Sénat pour prendre en compte la participation des citoyens? Non seulement je suis pour, mais on l'a écrit. Le groupe socialiste républicain que j'ai l'honneur de présider a travaillé pendant presque 6 mois l'année dernière avec des propositions concrètes. Par exemple, l'idée d'amendements citoyens. C'est-à-dire que dans une procédure législative, on puisse permettre aux citoyens, avec un certain nombre de signatures, de porter un amendement qui serait discuté par les sénateurs. Vous voyez, donc, non, moi je crois à un équilibre entre la démocratie représentative et la démocratie participative. Alors c'est un équilibre qui est fragile, parce qu'il ne faut pas non plus laisser croire qu'on n'a pas besoin de représentants. Il faut des représentants, mais des représentants qui soient aussi l'écho de celles et ceux qui veulent contribuer au travail. Moi, j'ai porté une loi comme ministre qui s'appelait la loi Égalité-Citoyenneté, et avant même
avant même qu'elle soit présentée à l'Assemblée et au Sénat, on avait fait une consultation citoyenne où je crois qu'il y avait 2 ou 3 000 personnes qui, sur Internet, ont pu dire ce qu'ils en pensaient. On l'avait fait avec Axel Lemaire sur la loi République numérique. Donc, vous voyez, c'est les 2 seuls exemples aujourd'hui. Moi, j'aimerais que systématiquement, et dans la Constitution, quelques lois, peut-être pas toutes les lois, mais des lois importantes, soient co-construites, co-construite ou au moins co-analysée avec les citoyens. En ce moment, il y a l'expérimentation de la Convention citoyenne pour le climat, par exemple. 150 citoyens tirés au sort. Pour vous, c'est quelque chose de bien? C'est intéressant, mais ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on ait finalement un grand débat permanent. Pourquoi pas? Si vous voulez, il ne faudrait pas que, sous prétexte de débattre, on n'agisse plus. Regardez sur les retraites que j'évoquais tout à l'heure. Il y a une consultation en cours, une concertation. Oui, mais elle avait déjà eu lieu. Avec les syndicats, donc, là c'est avec les citoyens. Oui, alors, mais donc si vous voulez, si en fait le gouvernement doit gouverner, et il ne faudrait pas qu'il y ait une forme de procrastination, le mot est un peu compliqué, mais ça veut dire qu'on reporte de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, les décisions qu'il faut prendre. Si c'est pour concerter et se mettre d'accord, c'est quand même pas mal, on peut prendre le temps de la discussion. Si c'est pour cela, oui. Si c'est pour en fait enfumer les gens, non. Et ça, c'est tout le sujet de savoir ce que ça deviendra. On arrive dans les 5 dernières minutes de cette émission. Déjà Patrick Caner. Mais oui, vous avez vu, je vous avais dit que ça passait vite. Ah oui, impressionnant. Je voulais parler un peu aussi de votre parcours politique. Vous avez soutenu Manuel Valls aux primaires de 2016. Ouais. Vous avez soutenu... Même si je pense qu'il lui fallu qu'il ne se présente pas, mais bon. Alors, comme ça, vous le soutenez en souhaitant qu'il ne se présente pas moi, j'étais dans... Voilà, je connais les critiques sur Manuel Valls, etc. C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que vous pensez de Manuel Valls? Je pense qu'il aurait dû aller jusqu'au bout, et j'étais un de ceux, avec d'autres, qui pensaient qu'il devait rester à ses fonctions de Premier ministre et ne pas se présenter pour défendre le bilan du quinquennat. Et qu'il n'a pas pu le faire. Enfin, d'ailleurs, personne n'a défendu le bilan du quinquennat. Et Benoît Hamon n'a pas non plus défendu le bilan du quinquennat. Il était frondeur. Vous avez soutenu Stéphane Le Foll aussi en 2018. Il était frondeur. Il était frondeur. Et surtout, il a voulu effacer les pas du travail de François Hollande. Moi, je lui avais dit, je ne te demande pas de te mettre dans les pas de François Hollande, mais moi, de ne pas en effacer les traces. Mais bon. Le Foll, il a été aussi battu. Vous voulez me dire que tous les gens que je soutiens sont battus, c'est ça, non? Non, ce que je veux dire, c'est que, est-ce que, Patrick Caner, vous êtes un des derniers Hollandais? Je suis socialiste. Peut-être que je serai le dernier des socialistes. Moi, si vous voulez... Qu'est-ce qui reste de François Hollande? Vous savez pourquoi je soutiens François Hollande? Vous savez, moi, j'étais historiquement moroyiste. Je suis adventiste au début de ma carrière politique, de mon engagement politique. Moroyiste, donc une certaine forme de bienveillance en tant que social-démocrate. Pierre Mauroy est mort en 2013. Je me suis senti un peu orphelin. On fait appel à moi et j'ai vraiment beaucoup de respect, respect pour l'homme politique qui est François Hollande. Je n'ai pas tout partagé dans son bilan. D'ailleurs, quand il fait son propre bilan, il reconnaît qu'on aurait dû aller jusqu'au bout du droit de vote des étrangers, même si on était battu au congrès de Versailles. On n'aurait pas dû faire la déchéance de nationalité qui n'était pas comprise en tant que telle, qui était considérée comme une humiliation, une attaque même pour certaines catégories de Français. Donc là, il y a eu des erreurs, il y a eu des malentendus. Mais je considère que... on le présente comme quelqu'un qui n'a pas changé la société française. Moi, je vais vous dire, moi j'étais ministre pendant le temps des attentats. Et j'ai vu un grand président de la République qui a tenu le pays au moment où il pouvait basculer, pour reprendre sa propre expression, lors du Conseil des ministres du 13 novembre. Donc je ne participe pas à cette Hollande bashing. Est-ce qu'un jour il sera réhabilité dans l'esprit des Français? Je n'en sais rien, mais... Lui le pense, que l'histoire l'absoudra. Ouais, enfin il ne s'agit pas de pardonner, il s'agit de reconnaître essentiellement, mais quand... vous rétablissez les comptes de la nation, qui étaient pourris, permettez-moi l'expression, y compris en raison de la crise financière pour laquelle Sarkozy n'était pas responsable. Mais on arrive avec 5,2% de déficit. Donc on a rétabli les comptes de la nation. On n'a pas touché à la protection sociale, on a même développé. On a fait de grandes réformes, y compris sociétales, je pense au mariage pour tous. Quand vous cumulez tout ça, vous dites que le chômage commençait à baisser à la fin du quinquennat. L'inversion de la courbe. Mais donc... D'accord, mais comment est-ce que vous... C'est Dan Deslions qui veut savoir comment est-ce que vous expliquez la très faible représentation du PS, malgré tout ce que vous nous expliquez depuis tout à l'heure. Comment ça se fait que le PS est à l'agonie?
Oui, le mot est un peu fort, mais c'est vrai que quand on fait 6% aux élections présidentielles et 6% aux élections européennes, on n'est pas dans la Renaissance. On est, pour un parti qui a été tout puissant en 2012 quand même. Puissant. Ça veut dire que moi qui crois à la place de la gauche, à une gauche qui doit intégrer les notions de transition écologique juste mais pas punitive, etc., je pense que le PS a encore sa place. Est-ce que c'est le PS d'aujourd'hui ? Il faudra sûrement s'interroger, et sûrement très vite après les municipales. Est-ce qu'il ne faut pas un mouvement de réforme, comme on a pu le connaître dans d'autres moments ? Il y a une place pour la gauche du gouvernement, social-démocrate, social-écologiste aujourd'hui dans notre pays. Donc j'y crois fortement. C'est vrai que j'arrive plutôt à la fin de ma carrière politique qu'au début, mais si je peux contribuer à cette forme de... Olivier Faure, que je salue, le premier secrétaire, dit de dépassement. Un dépassement pour un rassemblement et une renaissance, oui. Un dépassement pour un effacement, non. Dernière question à propos de la gauche. Est-ce que vous allez manifester le 5 décembre ? Grande manifestation, grand mouvement de grève qui débute contre la réforme des retraites. Toute la gauche rassemblée. Il n'y a pas effectivement d'unité syndicale sur le sujet. Vous avez vu que la CFDT n'appelle pas à manifester. D'où ma question. Je ne me suis pas encore posé la question. Est-ce que c'est la place des politiques que d'être dans un mouvement de revendication sociale ? C'est une interrogation. En tout cas, le 5 décembre, c'est pour moi sûrement un des tournants du quinquennat. Et ce n'est pas en distribuant des milliards d'euros qu'on améliorera le sentiment de justice sociale des Français. Les Français sont aujourd'hui dans une interrogation permanente sur leur place dans la société, et notamment ce qu'on appelle les classes moyennes, dites inférieures, même si je n'aime pas l'expression. On a la peur du déclassement, de la rétrogradation, de la séparation, le fait que ces enfants ne puissent pas connaître une meilleure situation que soi-même, aujourd'hui, est chevillé au corps du mouvement des Gilets jaunes, qui n'est que le haut de l'iceberg par rapport à cette peur des Français. Le gouvernement actuel a créé un climat anxiogène. Et encore une fois, il n'a réagi sur le plan social que sous la pression, comme on le voit pour l'hôpital. Moi, la deuxième partie du quinquennat, si elle veut être réussie pour Emmanuel Macron, ne doit pas être celle d'un président qui est le dos dans les cordes. Et aujourd'hui, c'est le sentiment qu'il me donne. On verra ça, du coup, le 5 décembre. Merci Patrick Caner d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. C'est déjà la fin de Questions aux sénateurs. Merci à vous de nous avoir regardé en direct sur Acropolis. Merci à vous de nous avoir regardé en replay sur Public Sénat. Et merci à vous de nous avoir écoutés en podcast. Passez une très bonne fin de journée. À très bientôt. Ciao.